Bonjour, donc Sébastien Perimoni, donc en direct du sommet des BRICS de Kazan, et nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur David Melvin Eboutou, qui est donc docteur et spécialiste des questions internationales. Et vous avez beaucoup écrit, beaucoup commenté, analysé dans des médias sur le panafricanisme, vous avez écrit beaucoup sur le panafricanisme, et aujourd'hui vous êtes au sommet des BRICS. Alors beaucoup de gens nous disent aujourd'hui que le sommet des BRICS est devenu un événement beaucoup plus important pour l'avenir de l'humanité que l'élection américaine, par exemple. On entend beaucoup ça, l'alternative, que le monde a changé de paradigme. Est-ce que c'est ça qui explique votre présence ici aujourd'hui, ce changement de paradigme? Je crois qu'il y a quelques préalables qu'il faut rappeler chaque fois qu'on parle aujourd'hui des organisations géopolitiques à l'instar des BRICS. Le premier préalable, c'est qu'il me semble que dans la volonté de construction d'une puissance, il faut mettre en bonne place les logiques des pôles. Les pôles, c'est-à-dire des grands ensembles, les blocs. Il n'y a plus rien qui se fasse aujourd'hui sans construction des pôles. C'est d'ailleurs pour cela que certains spécialistes parlent de la construction d'un monde multipolaire. Et les BRICS sont dans cette volonté de construction d'un pôle puissant qui viennent dépasser quelques horizons, à l'instar des organisations comme le G7, le G20 et autres, qui aujourd'hui étaient en réalité fixés selon des lectures occidentalistes comme des horizons indépassables. Et quand on l'a dit, il faut également examiner une approche de mon point de vue symbolique qui veut qu'aujourd'hui, quand on parle quand même des BRICS, c'est quand même près de 45% de la population mondiale, c'est quand même des hégémons centraux, c'est-à-dire des chefs d'État qui sont à la tête des États qui pèsent dans des démographies lourdes sur la planète aujourd'hui. On parle de près de 43% quand même au niveau économique, en ce qui représente justement le PIB de ces États-là. Ce que je veux dire, c'est que le poids des BRICS aujourd'hui, quel qu'en soit le point de lecture sur lequel on voudrait se placer pour le comprendre, on comprendra effectivement que les BRICS sont une organisation qui compte. Et il va falloir faire avec cette organisation-là. Et le troisième élément, c'est le regard que l'Afrique pose sur les BRICS. C'est un regard d'espoir en réalité. Parce que pendant longtemps, on a eu l'impression que les organisations dans lesquelles les pays africains s'inscrivaient étaient dans une logique néocolonialiste, étaient dans une logique paternaliste. Or, la conjoncture africaine aujourd'hui, depuis quelques années, veut qu'il y ait une nouvelle classe de dirigeants poussée par une classe de jeunes, une génération de jeunes qui en veut davantage, qui s'est émancipée, qui manifeste quelques volontés d'autonomisation, qui regardent ce qui s'est fait ailleurs et donc poussent leurs dirigeants à aller vers des velléités indépendantistes. Et c'est ces logiques-là qui contribuent aujourd'hui à pousser les dirigeants africains à travailler de concert avec les BRICS, qui leur proposent, de mon point de vue, un cadre plus humain dans les relations. Les États africains ne se sont pas beaucoup exprimés dans d'autres organisations parce qu'ils avaient l'impression que ces organisations-là ne respectaient pas les fondamentaux en termes de culture, de leur politique, de leur économie, bref, de leur ontologie naturelle. Et il semble, ces États africains-là, retrouver ces dispositions-là en les BRICS. Quand on vous parle d'un multilatéralisme inclusif, quand on vous parle des logiques de solidarité, des logiques d'entraide, c'est des préceptes, c'est une dimension axiologique que voudraient voir aujourd'hui les États africains. Et c'est fort de cela que la jeunesse africaine est séduite aujourd'hui chaque fois qu'il y a des initiatives comme celle-ci. Et donc, cher monsieur, oui, je répondrai par l'affirmative en vous affirmant que oui, les BRICS comptent réellement aujourd'hui et ceux qui continuent de poser un regard dédaigneux, ostentatoire sur la marche et le fonctionnement de cette organisation-là n'ont qu'à attendre dans quelques années et ils verront très bien, et je puis vous assurer, à la dimension, à la vitesse lumière que fonctionne les BRICS aujourd'hui. Je puis vous dire que dans au plus 5 ans, ce sera la première organisation en termes de puissance dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on va sortir de 600 ans quasiment de traite négrière, de colonialisme, de néocolonialisme qui dure depuis 600 ans. Il y avait une première vague de mouvements panafricanistes dans les années 60 avec Sékou Touré, Nkrumah, Modibo Keïta qui avaient essayé de s'émanciper déjà, même du franc CFA, la monnaie coloniale.
d'avoir leurs propres armées, sortir des accords militaires. On avait déjà eu cette vague dans les années 60. Ouais. Malheureusement, bon, on a eu des coups d'État, des assassinats qui ont été opérés par le néocolonialisme. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, on va sortir, comme vous le dites, d'ici à 5 ans, de 600 ans d'histoire de domination en fait, de l'hégémon occidental par rapport au continent africain? On le voit déjà un peu avec ce qui se passe dans l'AES, par exemple. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une construction historique qui se fait aujourd'hui et qui rejoint ce que les spécialistes en histoire appellent le matérialisme historique. C'est-à-dire que dans le cours de l'histoire survient à un moment des événements qui sont comme des aubaines et qui ne demandent qu'à être saisis pour faire des bons historiques. Et c'est en cela que les BRICS sont une opportunité. Les Africains ne sortiront pas de leur domination de sitôt. C'est quand même plusieurs centaines d'années à la fois d'esclavage, de colonisation et même de néocolonisation. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on en sortira. Il y a encore des accords de coopération, des accords coloniaux qui lient un certain nombre d'États avec leur ancienne puissance tutrice. Et donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des balbutiements, des velléités de sortie, mais qui rencontrent quelques verrous. Et donc, il y a donc aujourd'hui un cadre, des cadres, qui sont des cadres alternatifs, qui se proposent de contourner ou alors d'alléger justement la tâche aux États africains pour se libérer du joug de cette domination-là. Et parmi ces éléments structurels, organisationnels, qui contribuent justement à sortir, à aider le continent africain à sortir de ce joug de l'emprise néocolonialiste, il y a des institutions, des organisations géopolitiques comme les BRICS. En ce sens, et je vais me répéter en d'autres termes, en ce sens qu'ils proposent un autre cadre qui est alternatif. Si vous prenez la dimension économique et financière, vous remarquerez par exemple que pendant longtemps, les États africains ont fonctionné sous le joug et les diktats du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, hein, dans leur logique classique de domination, domination et domination encore. Aujourd'hui, avec les initiatives qui sont proposées par les BRICS, on voit très bien qu'il y a une volonté de contourner le système de SWIFT qui contrôle le monde aujourd'hui avec la prééminence du dollar. Et c'est une initiative louable, en ceci que, effectivement, les États africains pourraient donc avoir des opportunités, pourraient donc avoir un éventail de propositions et faire leur choix. Parce que l'Afrique n'est pas demanderesse. L'Afrique, aujourd'hui, est dans une position où elle est assise sur une mine d'or. Mais elle voudrait qu'on traite avec elle avec une logique de respectabilité, avec une logique de dignité. Et c'est en cela que, dans une approche typiquement, je dirais, axiologique, donc porteuse de valeurs, le cadre des BRICS aujourd'hui propose cela. Quand on vous parle des logiques d'entraide, de solidarité, on sort, même si on ne sort pas totalement de ce philanthropisme qui gouverne les intérêts, mais on pourrait quand même dire qu'il y a que, à côté du philanthropisme qui gouverne les intérêts, il y a un peu de fraternité, un peu de solidarité, qui sont fondamentalement des valeurs qu'on retrouve en Afrique. Et donc l'Afrique a toujours escompté, ou alors a toujours voulu voir en leur partenaire ce que n'a pas proposé l'Occident jusqu'ici. Et c'est pour cela que les regards sont orientés vers les BRICS aujourd'hui, qui présentent quand même, en fait, quand je parle des BRICS, je parle des États qui présentent quand même quelques similarités avec les États africains. Il y a dans les BRICS aujourd'hui des États qui n'ont pas été à la place de l'oppresseur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été des colons, des colonisateurs. Et l'Afrique s'y retrouve. Il y a dans les BRICS des États qui, il y a encore 50, 60 ans, étaient pratiquement au même seuil de développement que les Africains, que l'Afrique aujourd'hui. Et là, les Africains s'y retrouvent. Au plan culturel, il y a des réalités presque similaires, hein, à travers des schismes sociaux qu'on peut voir ici et là. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a beaucoup de facteurs qui facilitent et motivent l'Afrique aujourd'hui à rejoindre rapidement et accélérer leur réalité au sein même des BRICS. Et je sors par là en rappelant que les BRICS ne sont pas seulement une opportunité, mais constituent également un défi majeur pour cette Afrique-là qui voudrait se constituer en un véritable bloc. Parce que le défi du panafricanisme, vous en parliez tout à l'heure, à la réalité, c'est d'accélérer le processus intégratoire africain, dans le sens où le rappelait le père
celui qui est considéré comme le père du panafricanisme en Afrique, Kwame Nkrumah, pour la simple raison qu'il est rentré après la conférence de Londres de 1945 en Afrique avec l'idéologie panafricaine. Kwame Nkrumah nous rappelait que l'Afrique existera que si, effectivement, il se mue en un véritable bloc dans le sens de la construction des États-Unis d'Afrique. Et il me semble que tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand je parle de nous, je parle des Africains, cela doit aller dans le sens de construire des blocs, de fédérer, de dynamiser le rapport de manière à parler d'une seule voix et à peser dans cette nouvelle organisation qui lui propose aujourd'hui un cadre qui pourrait, si effectivement le sérieux que l'on voit aujourd'hui persiste, pourrait justement amener l'Afrique à être un pôle de puissance dans les années à venir. Voilà le sens, à mon avis, de ce qui est fait et ce qui devrait motiver l'enjeu de l'Afrique à contribuer efficacement dans l'organisation des BRICS. Alors, une dernière question, parce que vous l'avez mentionné, il y a un des grands thèmes de ce sommet des BRICS, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale, sortir du système SWIFT, avoir des paiements en monnaie nationale. Et on sait qu'on a le problème du franc CFA encore en Afrique. Oui. Quelle est votre analyse? Est-ce que cette dédollarisation de l'économie mondiale peut aller de pair justement avec le retour à une souveraineté monétaire des pays africains qui, par exemple, sont aujourd'hui toujours sous la tutelle du CFA, par exemple? La question de la souveraineté monétaire est un enjeu essentiel. Dans la logique même de la décolonisation aujourd'hui en Afrique. Quand vous parlez du franc CFA, il faudrait bien rappeler que le franc CFA, son nom originel, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. C'est juste une question de sémantique et de dénomination qui a évolué. Donc, en fait, le fait d'utiliser même déjà le franc CFA pour les pays africains qui l'utilisent montre que nous sommes encore là dans le legs colonial, dans l'héritage colonial. Et nous ne pouvons donc pas prétendre à sortir de la colonisation et à prétendre à une indépendance en utilisant encore des legs coloniaux comme le franc CFA. Donc, c'est déjà un problème en soi. Maintenant, à côté, le système financier mondial a montré jusque-là qu'il est dominé par la prééminence du dollar, contrôlé par les États-Unis. Et on le voit à chaque fois que les États africains sont allés pour faire des emprunts au niveau du FMI ou de la Banque mondiale, cela s'est fait à des taux extrêmement usuriers. On ne peut pas se développer ainsi. C'est un système d'arnaque bien huilé à travers le système SWIFT qui fait que pendant au moins 60 ans, les États africains ont été condamnés à la pauvreté parce que le cycle est resté infernal, le cycle est resté sur place, on emprunte, le taux augmente, pendant qu'on rembourse, pendant qu'on travaille pour développer nos peuples, c'est pour rembourser la dette et le cycle continue. Donc le cycle, en réalité, obéit à une construction qui est une construction malicieuse, mais dont l'objectif est de maintenir les États africains dans un cycle de domination perpétuelle et dans la pauvreté. Donc, ce que proposent les BRICS est donc intéressant à plusieurs mesures, et notamment en ceci que le système alternatif, avec notamment la nouvelle banque, qui pourrait permettre justement aux États africains d'aller prêter de l'argent là-bas sans des intérêts usuriers que l'on voit à gauche, à droite, mais également en ceci qu'il y aura un accompagnement effectif au niveau des projets, au niveau de l'accompagnement structurant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il me semble donc que la question de la monnaie est essentielle. Et moi, en venant à ce sommet, j'avais et j'ai toujours bon espoir que c'est une question qui va être au centre des débats, parce que c'est une question à la fois qui implique notre souveraineté, mais également qui épouse une dimension structurelle et opérationnelle si effectivement les BRICS veulent être comptés comme une organisation géopolitique puissante dans les années à venir. Parce qu'on ne peut rien sans économie, on ne peut rien sans monnaie. Il faut le reconnaître. Et quand vous voyez comment la Russie, par exemple, aujourd'hui, fonctionne dans une logique autosuffisante, parce que bloquée partout, les partenaires, les sociétés russes, les entrepreneurs économiques ici, ont de la peine aujourd'hui à faire transiter des fonds ici et là simplement parce que, voilà, bloqués un peu de partout par un simple système. SWIFT, vous voyez comment on prive tout un peuple de son épanouissement simplement pour des logiques impérialistes et que vous connaissez. Et donc, il me semble que l'Afrique, qui connaît un peu ce que la Russie vit aujourd'hui, c'est-à-dire que nous souffrons depuis des centaines d'années. Et la Russie aujourd'hui, parce que l'Occident veut lui faire payer la guerre avec l'Ukraine, est en train de subir les affres de ce que nous, en Afrique, nous vivons depuis. Nous rencontrons donc quelque part. Donc l'Afrique rencontre la Russie dans cette douleur-là. Il me semble donc que l'Afrique et la Russie peuvent faire chorus pour accélérer
le processus de mise en place justement d'un système financier qui contourne le système SWIFT de manière justement à permettre à nos peuples justement de respirer, de créer une aération financière, une aération économique qui doit être une véritable alternative à ce système prééminent et unique contrôlé par le dollar et qui nous maintient dans une sorte de domination qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, docteur Ebetu, et voilà, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Thank you.